Bon, on va, on va essayer de nous improviser, non pas à l'absence d'un programme, mais justement c'est sortir de tout programme. Je sais que comme une Gestalt, je serai encore attiré vers ce programme comme un châssis et une carcasse, une Gestalt. Là, effectivement, posons en petit dépôt nos jolies couleurs des taches. On entache des taches la page blanche. Je pensais enfin changer mode d'écriture ou mode d'inscription, changer de support. Et j'ai songé le support le plus disons, archaïque, préhistorique, le granit. Ensuite, je me suis dit que, heureusement, je ne vis pas dans ce temps-là. Ce sera un peu difficile, fatigant de graver le granit pour laisser quelques inscriptions. Et puis, j'ai pensé sous la typos de cette inscription sur le granit gravé. Et il faut que les sigles soient le plus simple possible, et, en préférence des rectangles, des lignes droites ou transversales avec les petites, disons, des traits, à ajouter à droite, à gauche, en haut et en bas. Là, ce sera plus simple, il faut simplifier pour graver. Je n'ai jamais fait de gravure au sens étroit du terme, mais effectivement, ça aussi, ça prend énormément d'efforts physiques, et de concentration et d'être pointu et tout. J'imagine que les yeux, comment les yeux seront abîmés là. Effectivement, dans quelques mois, avec un intense travail dans divers modes, on abîme plusieurs choses, mais d'abord les yeux, quoi. Enfin, on n'a pas encore, nous, sauvé de ces yeux. Il y a un sens tactile, effectivement, mais les mains travaillent. Effectivement, ça dépend aussi au dos, aux courbures dos, ça influence la manière d'écrire le dos. Bon, là, ce sont quand même rudimentaires pour écrire, pour filmer également. Surtout sur place, choisir, faire des repérages des thèmes, des figures, de gestalt ou de typologie, stéréotypes, icônes, pourquoi pas, des schèmes, images, schèmes. Image et figurine, non figure, voilà les tâches encore. Moi j'avais peint en acrylique et les autres aussi, aquarelle et crayon, bien sûr, crayon noir, on disait fusain. Mais j'ai toujours, enfin, j'ai essayé de temps en temps de changer de support et jouer avec le support. Effectivement, il faut avoir des typos, autrement, comment dirais-je, eh bien, des empreintes ou des, comment dirais-je, des, ah là là, justement des châssis préparés. À la disposition une gamme de châssis, voilà, comme histoire de cire à des cartes pour mouler sur une inscription, sur une solide déjà gravée, faire des aquarelles, appliquer une petite pression, voilà, laissant de l'eau forte ou lithographie. Voilà, un peu de pression, un peu de typologie, et on choisit marque de déposer, c'est-à-dire comment on dépose les couleurs ou
les tâches. Et si on asperge, si on parsème, si on dépose doucement avec un pinceau, si on fait goûter, faire goûter, ou si on asperge, voilà, on revient, ou bien on verse, on déverse, et bien on fait un petit mélange où on danse sous l'eau. Maintenant, je décris un peu notre celle des Italiennes également, apparemment des Vénitiens. C'est, comment on dit, ce papier peint. Là, on utilise dans les reliures. Reliures à l'intérieur de reliures. Reliures. Voilà. Nous l'appelons quoi? Voilà, il y a un châssis rempli de l'eau. On ajoute un certain liquide de foie noir, grasseux. Là, on dépose le papier. Voilà, on dépose quelques couleurs sous l'eau et ça ne se dissolve pas. Et on joue sous l'eau avec le pinceau très vite. Eh bien, on pose momentanément sur l'eau un papier blanc. Eh bien, on retire le papier d'un seul coup et on laisse à dessécher un peu la liquide de couleur. Qu'est-ce que je vais faire alors? Le nom, même, ça m'échappe. Enfin, j'ai pratiqué pendant mon enfance quand j'étais élève. J'avais fait sans utiliser des liquides chimiques, mais l'eau extrêmement salée. Et ça a fait un effet sur le papier cristalline. Effectivement, c'était pas très, disons, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il faut les protéger bien, tous ces cristaux de sel sous un, voilà, 8 glaces, etc. Hébreu, voilà. Chez nous, cet art de peindre de manière technique et avec une part importante de l'improvisation et de surprise préparée, c'est hébreu. Je ne sais pas en italien comment on s'appelle parce que c'est un mot ottoman. Les Vénitiens n'useraient, à mon avis, jamais de ce mot, alors qu'ils approprient cet art de peindre dans l'art de reliure. Reliure. Voilà. Donc, pour changer des idées, j'ai fait comme ça, divertissement en typologie, et je change de surface d'inscription, mais en usant quand même le plus facile pour moi, et la parole française. Pour moi, c'est devenu plus facile. Mais je crains qu'en fait, plus je parle vite couramment, plus j'aurai difficulté à un moment donné de me comprendre au sens profond du terme. Parce que je commencerai à user des mots corrects, mais sans réfléchir profondément par moi. L'exemple qui m'a venu tout à l'heure, c'était brun, un brin d'herbe, on dit un brin d'herbe, un brin de pourquoi pas couleur, sans trouver des associations entre asperge et le verbe asperger de l'eau ou de la couleur. Voilà, c'est le langage de communication dans lequel on tombe, on réfléchit peu si on fait pas attention. Mais dans l'écriture, effectivement, dans mon style d'écriture, je serais sûrement tombé là-dedans de
de l'un de ces mots que j'ai usé. Donc, l'écriture aura été, à commencer, disons, à se boiter comme je voulais. Et il y aura des auto-répétitions, des citationnalités entre les lignes, et non pas entre les divers textes, ça n'est pas du tout exclu. Là, l'emboîtement, c'est-à-dire emboîtement oedipien, disons, pour figure, disons, illustre, on choisit le dip boitu. Là, on va tourner en rond, et c'est ça ce que je comprends un peu à ma manière de l'écriture, ou bien la littérature en éclat, littérature moderne en éclat. C'est pas suffisamment allé en avant dans cette direction qui est montrée par James Joyce. Et James Joyce, par séquence, par période, à l'intérieur même d'un livre, il a usé des procédés qu'il a découverts ou bien qu'il a empruntés. Langage juridique, le plus facile à manier ou à imiter, et donc emprunter et feindre. Donner toujours, quand on nomme une personne, donner toujours l'adresse jusqu'à le numéro de son appartement. Voilà, c'est une sorte d'écriture d'avocat. Kafka aussi le savait, ayant fait des études de droit. Moi, je n'ai pas fait, par exprès. Bon, ce n'était qu'un petit exemple parce que depuis la Renaissance, effectivement, depuis Alberti qui a fondé le principe de perspective, qui n'était pas apparemment peintre à ma connaissance, j'avais lu quelque part que Alberti avait fait des études de droit, mais il faut tout de suite ajouter que qui n'aura pas fait études de droit dans cette époque-ci, qui se prolongeait jusqu'à Kafka. Effectivement, chaque homme, même à Constantinople, donc à Istanbul, dans les grandes villes de l'Occident et de l'Orient, études de droit, un peu de théologie, et les deux mélangés, un peu kelam, logos, un peu herméneutique, religieux, des textes sacrés, connaissance des textes sacrés, surtout une belle écriture à la main, donc pouvoir écrire, assurer des correspondances entre fonctionnaires d'État avec le supérieur dans un langage codé, donc juridique et respectueux, qui renvoie toujours au langage du souverain, etc. Donc une certaine nomenclature, y compris Russie, bien sûr, avant tout. Plus ce langage devient oiseux, donc solide, et plus les gens, disons, comme des rescapés, ils fuyaient vers la littérature, vers la poésie. Mais poésie dans leur éducation ne manquait pas, ni la musique dans une certaine mesure. J'ai dans ma tête l'éducation, type d'éducation d'Enderun, donc high school ou bien université de l'époque chez les Ottomans. Effectivement, il y a des équivalents en France aussi, mais il y a des gens qui n'ont pas eu des études, et en Allemagne, plusieurs écrivains ont eu des études, enfin, avant, au sens laïque du terme, bien sûr, ça n'existait pas, mais ils étaient tous presque, dit-on, des pasteurs. Ils avaient une éducation, donc un catéchisme de pasteur. Catéchisme, c'est utilisé peut-être pour le catholicisme, mais pasteur, c'est incroyable. Le nombre de pasteurs ou de prêtres qui sont
orienter ensuite dans les autres domaines d'écriture ou d'études. Je ne peux pas donner des exemples, mais il n'y a presque pas d'exception. Toute lettré aura une éducation d'abord religieuse, dit-on en Allemagne, et éclairer un certain éclaircissement. Voilà, j'appellerais ça le poison ou pharmacon de la lettre. Une fois que la lettre s'inscrit au cœur, pour parler romantique, cœur de ce jeune homme bien éduqué, et cette lettre prend son, comment dirais-je, son aventure, son surveil, son circumnavigation, son trajet, le mot plus juste. La lettre prend une trajectoire qu'on ne peut pas prévoir dès le départ, c'est-à-dire au début de cette orientation studium. Bon, voilà façon de parler des accessoires de l'écriture et user de l'encre avec la langue, user de l'encre avec la langue, c'est un peu fort, sans user de l'encre, user de la langue, c'est encore plus juste. Donc, remuer la langue pour que le monde soit renversé ou soit coulé ou écroulé, et remuer encore une fois la langue pour que les mondes soient reconstruits et en parole. Voilà la pensée cristalline, un peu c'est ça. Y compris, je crois, manière de peindre ou dessiner des Chinois anciens, donc tous ces, comment ça s'appelle, les estampes japonais ou calligraphie chinois et japonais aussi, ça accompagnait une méditation. Mais pourquoi pas, on parle toujours d'inscription, mais aujourd'hui j'ai commencé la journée en sortant photographier plutôt des gestes au lieu d'écriture, c'est-à-dire je dirais la danse, chorégraphie. Donc il ne s'agissait, je voulais m'éloigner tellement de l'écriture ou de toutes sortes d'inscriptions filmiques, parce que mon montage ou loading ou finissement de mon œuvre de vidéo était échoué ce matin, et ça m'a pris beaucoup de temps. J'étais vraiment fatigué, non pas par ma création qui m'allège plutôt, mais par ces difficultés matérielles et techniques. Donc je voulais me jeter au bord de la mer en verdure, et je suis tombé sur de jeunes hommes adultes en faisant un exercice sportif, mais plutôt un exercice de, disons, boxe ou tai chi, mais plutôt boxe. Mais l'enseignant effectivement enseigne, tout en parole et en geste, mais il parlait plus, c'est bien un enseignant qui n'enseigne pas, c'est une contradiction dans le terme. Mais il expliquait le but de chaque geste, défense ou bien offense, très bien. C'est l'essence même de son art martial. Mais j'ai pris une série de photos et je me suis un peu éloigné parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais je voulais penser, non pas en additif, de la chorégraphie aussi. Et m'interroger sur l'essence de la chorégraphie, surtout de la danse, au sens, disons, non pas, enfin, on ne descend pas dans l'archéologie, paléographie de la chorégraphie, mais quel est vraiment le but de la danse,
Et de l'étreinte érotique aussi. Dans la danse, il peut y avoir d'érotisme, mais il ne s'agit pas d'une étreinte. Bien qu'il peut y avoir une certaine catharsis et tout. Bon, mais le but, en fait, sans parole, effectivement, il s'agit d'une, comment dirais-je, un disciple, un maître. Ce que j'ai témoigné, c'était un rapport de disciple d'un maître, un enseignant et un novice. Donc la parole était nécessaire, mais la parole empêchait l'accomplissement de l'œuvre, quel que soit le but de cette danse ou de boxe, en dehors d'être vaincu et vainqueur, bien sûr, s'il y a un but en soi, qu'il est de l'art, selon Aristote, n'est-ce pas, indépendamment d'un but, c'est-à-dire vaincre, être champion dans la danse, effectivement, danse, disons, contemporaine. Il n'y a pas un but de vaincre, bien sûr, ni d'être apprécié, heureusement. Voilà. Cette histoire d'exercice de danse de loin sans parole m'a fait penser les manières de danser des danseurs de qui Pina Bausch, mais les autres aussi, Cunningham, etc. Donc c'est un but en soi, danser, et non pas atteindre quelque chose. Dès que le mouvement se termine, l'œuvre se disparaît. Effectivement, c'est un exemple meilleur pour illustrer la conception aristotélicienne des arts libéraux, disons. Le terme n'existait pas chez Aristote, seulement les arts adhérés, les arts libres, ça appartient à l'époque de Kant. Donc, sûrement, à Moyen-Âge, on peut descendre jusqu'à Farabi, philosophie islamique aussi. Bon, à partir d'Aristote, faisait des distinctions de catégorisation entre les diverses activités de la praxis pour distinguer graduellement ceux qui sont libres, donc comme un but en soi, un telos qui est porté par le mouvement même. C'est ça. Bon, j'ai bien répondu à ma question. Quel est le but du danse? C'est un but en soi. Et il n'y a pas d'œuvre, il s'agit d'un œuvrement, mais aussitôt on reste sans œuvre. Alors que dans la peinture, dans la calligraphie, dans l'hébreu, on a quand même un reste qui s'appelle œuvre. C'est ça. La musique également, il faut compter parmi les danses, plutôt quand les engroupent d'une manière très juste, les arts spatiaux et les arts temporaux. Les arts temporaux, voilà, la danse et la musique, tout d'abord. Les arts spatiaux, bien sûr, la danse aussi se produit dans l'espace, mais avant que ce soit une, comment dirais-je, exploration de l'espace, c'est une art temporelle d'une manière dominante, disons. Et l'espace rempli avec les solides, avec les objets, voilà, ça devient la peinture, sculpture d'abord, c'est un art spatial et non pas temporel. Là, le temps est figé. Voilà. Je suis un peu fatigué, mais on est vraiment dans le bon chemin, dans les éléments de pensée, diverses figures cristallines et décristallisation aussi, évaporisation, de l'œuvre, ce qui en reste comme trait
dans la mémoire, comme courbure, comme habitude dans le corporate, n'est-ce pas? Une fois appris d'une manière dansée, on répète, sans regarder. C'est ça, une certaine courbure se dessine comme une sorte de dispositif à l'intérieur du corps qui a une mémoire. Voulez-vous apprendre l'explication ou la signification du mot de rhéostat? Rhéostat, un terme usé dans l'électronique rudimentaire en turc, mais c'est pas un mot turc d'évidence. Moi, c'est comme sigorta qui veut dire, qui vient d'italien, qui veut dire sécurité ou l'assurance qui est usée encore aujourd'hui couramment, qui vient sûrement de cette histoire de présenter l'Aventin dans notre cher Ottoman et qui s'occupait des affaires d'assurance bancaire et tout. Bon, sigorta rheosta. Rheostat en italien, je n'ai pas vérifié, mais je connais bien cet petit appareil que je fabriquais à l'époque dans mon enfance, que j'étais un peu amateur de électronique, je fabriquais des appareils qui marchaient finalement. Donc je connais la résistance, je connais condensateur, je connais transistor. Je connais plus tard des intègres, des circuits intègres. Et on est arrivé aujourd'hui. Mais on a oublié rhéostat. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, condensateur principal, ça condense. Donc c'est une sorte de mémoire, disons courte ou stable, stabilisé, stabilisateur, transistor, effectivement, c'était un peu le cerveau du système, et ça coûtait cher. Le plus bon marché, c'était des résistances. Des résistances, c'est bon marché. Des résistants et ça se calculait avec mu en grec, mu, si je me rappelle bien. Et il fallait effectivement une énergie stable, bataria. Mais rhéostat, voilà. Ça aussi, c'était une sorte de résistance, mais pas stable. Et il y avait une marge de liberté et on pourrait circuler, se promener sur rhéostat. Donc, on pourrait régler la marge ou la quantité de la résistance et pour donner à cours à l'ensemble du système comme issue, disons. Sorties, comme on dit aujourd'hui. Il y a des données, il y a des sorties. Sortie, c'est-à-dire le produit final, et qui n'était pas un produit solide, mais sonore. Je parle du radio, des quoi? Des fréquences de radio. Voilà. Rhéostat, c'était un régulateur de fréquence, donc, comme on dit aujourd'hui, à travers toutes ces oscillations des vagues, des fréquences, on espérait, on stabilisait un récepteur, on captait une transmission. Une transmission de fréquence était captée par le moyen de rhéostat et on pourrait manipuler avec la main. Moi, je manipule donc une électronique, un système électronique, un circuit
bien sûr fermé, qu'on peut ajouter des choses et on peut en soustraire. Et j'intègre spécialiste, amateur et assez informé à travers les documents qu'on publiait mensuellement dans les revues, dans les magasins. Donc c'est une petite souris, souris électronique. Comme disait William Burroughs, un bordel électronique. J'aimais bien ce bordel électronique et surtout, quand on dit bordel, qu'est-ce que c'est? Bordel, on pense bruit, tohu bohu, voilà. C'est-à-dire, il fallait avoir un quoi, haut-parleur. Haut-parleur nous donnait tous ces tohu bohu et bruissements pré-langagières et finalement on captait une station, un émetteur, lui, un poste de transmission. Bien sûr, il fallait une antenne. Là, le plus grand antenne, une fille de cuivre faisait l'affaire, mais à condition qu'on l'isole, que ça reste chargé d'électrons et ces électrons ne se déchargent pas dans un bâtiment et ça ne rentre pas dans la terre et se neutralise. Oh là là, qu'est-ce que je raconte et je sais tout. Eh bien, à côté de l'antenne, effectivement, le système a besoin d'un autre stabilisateur qui s'appelle la Terre, tout simplement. La Terre, je ne sais pas si on utilise ce terme en français. En turc, on disait topraklama, toprak. Ça existe dans chaque maison, dans vos chambres, chers, là où il y a une prise électrique, il devrait y avoir une terre. Ne jouez pas avec vos appareils. Restez dans le réglage de fabrication. Ne jouez pas trop. Moi, je jouais, je bousillais les appareils électroniques pour en apprendre le fonctionnement. Derrida, en passant dans un texte, disait que il y a peu de temps, on comprenait quelque chose de l'électronique et c'était à peu près visible, compréhensible, et on pourrait toucher, même réparer à la maison ou diagnostiquer l'erreur ou dysfonctionnement et on pourrait aller à un réparateur changer une partie et non pas jeter aux poubelles. Maintenant, tout est renversé. Depuis qu'il y a un avancement dans les circuits intègres. Tout est minimalisé, tout est devenu invisible, intouchable, mais je félicite quand même qu'il y a encore des gens qui comprennent et je me félicite que j'habite encore dans le quartier et qu'il y a des concentrations des spécialistes et des réparants et qui sont comme la plupart des ingénieurs muets. Donc, dans une aphasie totale ou presque impossible qu'ils s'expriment en termes intelligibles, mais ils sont des spécialistes et ils font leurs affaires. Donc, d'une part, une énonçabilité de la chose, d'autre part, invisibilité presque de la chose vont de pair. Une autisme totale dans l'électronique comme un suicide japonais à la maison. Personne ne s'aperçoit que vous êtes ou bien vous avez pris l'acte de décider de se suicider ou bien avec la variante japonaise de l'autisme ou mutisme ou
euh, vous êtes rentré chez vous et vous n'avez pas sorti, c'est-à-dire que vous avez attendu la mort qui vient. Moi, on entend seulement, je n'ai pas visité le Japon, mais on entend qu'il y a des cas de suicide qui est lié effectivement à Einsamkeit et solitude tragique, existentielle, à force de choses, c'est-à-dire, je répète toujours, je n'aime pas les a priori parce que j'ai Gestalt seulement, qui est fabricable et décomposable. Mais j'aime bien le mot a fortiori parce qu'il y a une force là-dedans, à force de choses. Et dans leur tradition, il y a quand même une noble tradition de suicide pour la raison morale, mais c'est devenu autre chose. Bon, je ne suis pas spécialiste comme Roland Barthes qui aura écrit l'Empire des signes sur le Japon. Bon. La Reusta aura, à mon avis, une signification en italien, résistance ou une variante de résistance, comme j'ai bien expliqué, une résistance régulable au plaisir. Donc il y a une marge de liberté, il y a un début et une fin de Reusta, une trajectoire sur laquelle on peut se promener avec votre petit doigt ou avec une petite connecteur qui soit quasi Yari Iletkan, quasi connectable, c'est tout. On peut en user de plusieurs matériaux, des cristaux, silicone, la matière aura ses spécificités en fonction de l'usage du. Et ça se terminera jamais. La technologie, aucun philosophe ne l'a pu expliquer, sauf certains poètes quand même, parmi lesquels on peut même compter Francis Ponge, parti pris des choses. Je n'ai pas dans la mémoire un point précis. Et, à mon avis, Michel Leiris, dans sa cosmologie, il en a fait quand même maximum. C'est mieux qu'André Breton qui ne parlait que de vases communicants. C'est très intéressant, c'est très Lavoisier, c'est très chimie rudimentaire, mais ce n'est pas suffisant parce que dans un vase communicant, liquide s'égalise dans le même niveau à cause de quoi? À cause de la loi de gravitation et les conditions mondaines de choses. Là, il faut s'orienter vers autre chose et prendre une abstraite ligne temporelle qu'on peut nommer T. Une abstrait comme paramètre, on peut accepter un chiffre, bien sûr, empirique, calculé, comme indice. La mesure de la gravitation qui n'est pas stable dans ce monde-ci, dans les pôles ou dans l'équateur, ou bien dans Mars ou dans Pluton ou dans les nébuleux, etc. Il y a plusieurs lois générales de la gravitation. Il y a une théorie de gravitation générale, etc. qu'il faut compter. Bon. De l'électronique à travers les matériaux et donc les éléments, on peut facilement passer à l'astrophysique. C'est pas mon domaine, mais j'ai bien tracé le chemin. Mais qu'est-ce que je voulais dire, Reusta?
Alors, Resta s'enchaîne dans mon discours précédent à ce joker. C'est quand même, on a changé d'époque, et Joker est devenu une Resta qui se promène, qui est encore décideur, qui a des choix, qui a des désirs, qui peut décider, mais dans une marge que j'ai fabriqué moi-même sur une cylindre avec le fil de cuir. Ça soit connectable, et c'est tout. Ce soit isolé suffisamment, ça suffit. Donc ça pourrait être contrôlable. Une certaine isolation, un commencement et un début, un frame, et ça fait une cache. Ce que je comprends de châssis, je ne sais pas le mot châssis, c'est turc ou français, carcasse encore moins, et carcasse ça concerne aussi le squelette de l'animal, mangeable, carcasse d'un bœuf, carcasse d'un bœuf, carcasse d'un mouton, effectivement. Il y a toute une histoire de comment on dit et au bouche histoire de carnivorisme, et autopsie, la connaissance d'anatomie, connaissance élevée de physiologie, chimie, la physique, astronomie, pourquoi pas astrologie symbolique, ça aussi je suis ouvert complètement pour que bavardage soit continu, c'est-à-dire là. C'est une sorte de psychanalyse. Dès qu'il y a deux personnes, il peut y avoir des symboles qui circulent. Bon. C'est tout. Notre joker est devenu une Resta électronique, technicisée. Et rien de magique, et ça encore garde des propriétés quand même magiques, hein. Ça garde des émissions, des vagues, des fréquences, et ça transforme une vague en une parole audible, émise par la radio, par une haut-parleur. Voilà, moi j'utilise mic, comme dit les Anglais, mico, Nico Dico, Disco. Puisque ça m'est arrivé à l'esprit à l'instant même que je vais vous communiquer une petite anecdote. Quand j'étais très jeune, j'allais à British Council pour améliorer mon anglais. Effectivement, il fallait faire des exercices, des petits travaux, et faire une toute petite dissertation et tout. Et je trouvais quand même bizarre qu'on écrit des phrases, on utilise certains mots récemment appris dans une phrase. C'est une obligation d'exercice, mais étant un peu quand même mûr d'âge à l'époque dans la classe, et notre professeur d'anglais étant une jeune femme très élégante et jolie, eh bien j'ai commencé en usant ces mots et lui écrire, parce que c'est elle qui devrait corriger nos papier, et écrire à elle une sorte de lettre d'amour, mais sans trop accentuer la chose. J'ai toujours une certaine, comment dirais-je, non peut-être raffinement qui n'existe pas à l'époque, mais
d'une certaine retenue, mais faire ça sans le faire, c'est-à-dire comme si c'était par hasard que tous ces mots s'alignaient. Non pas que j'écris une histoire ni une nouvelle, mais effectivement, j'espérais que ça passerait inaperçu, mais ce n'était pas le cas. Je faisais ça pour que l'exercice ne soit pas fastidieux pour moi, mais le lendemain, notre enseignante m'a fait signaler qu'elle avait compris mon intention et ce n'était pas la peine de faire des usages ainsi. Mais effectivement, elle a bien noté d'une manière objective mon papier. Voilà. Pourquoi je raconte ça? J'aime pas jouer pour jouer. Je n'aime pas en général les jeux, sauf les jeux de mots en société. Il y a des mots, enfin des noms de ces jeux, j'oublie, mais je n'aime pas les jeux de cartes non plus, mais étant très jeune quand même, on m'a appris, on m'a utilisé comme partenaire dans les jeux de cartes et j'ai même appris, ok, donc dames, jeu de dames, satrange un peu, et surtout jeu de dames et tavla, c'est-à-dire tric-trac. En anglais, en tout cas, notre tavla iranienne et turque, pourquoi ne garde pas son nom noble? Tavla viendra peut-être de table, parce que ça ressemble à une table. Bon, il y a des tables très raffinées pour jouer de satrange, de bric-brac, tric-trac. Bon, et je me demande précisément, mais sans avoir beaucoup de données indicatives, qu'est-ce que le bridge? J'ai failli et j'ai joué bridge. Parce qu'il m'intéresse à l'instant même en ce qui concerne mon film, dans le montage de mes films, j'ai mélangé, j'ai fait un mix un peu contrôlé et puis j'ai laissé un peu aléatoire vers la fin et ça est devenu vraiment un éclatement comme je voulais voir la conséquence même pour moi-même. Donc ne pas être trop programmatique à partir d'un moment donné, à partir d'un certain moment de saturation et de l'esprit et de fil conduite, laisser un peu jongler les mots et les images entre eux, sans faire attention à la synchronisation du contenu et de la forme, puisqu'ils vont se rejoindre dans le prochain enregistrement, et ce sera, il y aura une fertile domaine, une zone de brouillard qui se provient par image, mais qui se retire dans la parole. Parfois, la parole explicative prend le devant de la scène et provient, et l'image... voilà. Il s'agit d'une non-diachronie incurable et une synchronie heureuse qu'on félicite, mais s'il y a trop de synchronie, c'est la bêtise totale, une certaine pédagogie démonstrative ou un certain explicandum. Voilà, je me disais aussi l'autre jour que, en fait, moi qui explique mes poèmes, j'explique tout, je feins être pédagogue dans mes films,
et non pas dans mon écriture intime de romans, poésie et tout, mais dans la poésie aussi, j'ai fait des notes en bas de page, c'est un peu débordant. Voilà, moi qui explique tout, j'ai besoin d'être expliqué. Donc, expliquant a besoin d'être expliqué. Voilà, je pense que ça à partir de latin, explicandum, d'autres je disais ideatum, c'est un peu Husserl qui pensait tout ça, noesis, noément, n'est-ce pas, noément, noesis, noesis, noesis patheticos, noesis poeticos, noesis noesiosus, disons, noesiosus. Donc la raison raisonnante, la raison fictionnante, la raison raisonnée, la raison poétisée, etc. On peut en faire toute une gamme. Vous avez compris mon propos. Alors, comme je mélangeais deux jours avec 2 jours d'intervalle, 2 jours successifs d'enregistrement et de filmage, donc dans des deux lieux différents, donc 2 espaces qui s'interfèrent, 2 propos qui se suivent mais se divergent et qui se superposent comme un suivi et qui se diffèrent dans certains moments pour aller à une autre chose, pour prévenir un futur proche. Par exemple, Pénélope, c'était ça. Si je n'avais pas écrit un sous-titre, voilà, un Pénélope qui s'annonce, le prochain enregistrement qui est prêt en parole n'aura pas été préparé dans la précédente. C'est ça mes problèmes quotidiens, mon peine quotidien. Alors, si on retourne à cette anecdote de carte de jeu, et principalement Bridge, que je connais très peu, mais autant que je sache, il y a deux groupes de cartes qui se mélangent dans Bridge. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour augmenter les chiffres des gains ou pour augmenter, pour endurer le plaisir de jouer ou pour augmenter les chiffres ou la somme qu'on peut gagner. Parce que ces jeux-là sont liés à l'argent aussi. Heureusement que dans mon enfance, ça n'existait pas. Ça se jouait entre familles et entre les beaux frères germains et tout. Bon. Alors, ce qui est intéressant, je n'ai pas issue, je n'ai pas de réponse, on mélangeait 2 groupes de cartes. Donc, le nombre de cartes se doublait. À ma connaissance, il y a 52 cartes dans une boîte et il faut multiplier avec 2. Et comme il ne peut pas y avoir par logique de moi 2 jokers, on enlevait un joker et la totalité, le nombre de totalité des cartes, ça faisait quoi? 103, je crois. Alors, pour moi, c'est insignifiant. Un chiffre insignifiant, 103. Et alors, on jouait avec 2 personnes ou 4 personnes, ça aussi, ça m'est égal. Mais ma soeur et son fiancé, ils jouaient ensemble. Donc, on peut jouer 2 personnes. Mais c'est préférable, je crois, peut-être 4 personnes. Bon, aucune idée, ça ne m'intéresse pas.
Mais je peux jouer dans une vacance si l'occasion se présente. Comme on a fait à Dacia, et on était devenus hockeyistes. On jouait hockey, je ne sais pas quoi. C'est brillant et amusant. Bon. Alors, on enlevait l'un des jokers. Et j'ai commencé tout à l'heure à penser sur la signification de joker, qui est quand même intéressant, je ne sais pas sûr à quoi ça sert exactement, mais joker, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne retient que cela. Quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire une sorte de passe-partout qui ouvre toutes les portes. C'est une souverain, c'est comme à latine, lambda latine. On peut demander tout à un joker. Si on a un joker, on a tout droit, à ma connaissance, ou bien dans l'idéal, ça devrait être comme ça. Un jeu commence à être excitant pour moi. S'il y a un jeu comme ça, il faut me prévenir, je peux jouer sur le terrain, comme je n'aime pas me prosterner dans les lieux fermés. Je peux faire les lieux sacrés en plein air, soit pour faire de l'amour sous les étoiles, soit pour se prosterner à notre bon Dieu. J'aimerais bien jouer en plein air un truc avec joker. Inventer ce jeu, ça devrait être facile pour les spécialistes. Alors, on peut jouer en vrac, c'est-à-dire avec les vrais chars, vrais pions. Hein? Ça tranche sur le terrain de guerre. Sur la guerre étant deux groupes, deux armées, deux États. Voilà, ça devient intéressant les choses. Je n'aime pas trop l'abstraction, je suis trop artiste. Je veux penser à partir du sensible. Voilà. Imaginons un jeu de guerre, une bataille, un champ de bataille, et on appelle ça, enfin, une bataille comment dire, marine, ça sera encore plus intéressant parce que là, je vais faire intervenir Thalès tout de suite quand il s'agit de la mer et l'origine de la géométrie, et je sais tout, et ça sera plus intéressant, et pourquoi pas dans les steppes, dans les déserts, ça aussi. Il ne faut pas qu'il y ait trop de repérages, une mer ouverte ou bien un désert sans repérage, avec peu de repérage quand même, peu de différenciation, un espace ondulant et à peu près neutre, qui soit investi par des forces qui s'investissent en bataille et selon les catégories, c'est-à-dire tous les pions ne sont pas égaux, ou bien il y a vizir, il y a vice-président, il y a chef de guerre, il y a des chevaux, il y a des tanks, il y a des croisières, n'importe quoi, on peut changer de nom. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, qui décidera? Shah décidera, mais Shah, le roi, ça devrait être protégé, bien sûr, ça, je comprends. Et pourquoi protéger? Aucune idée, c'est la tradition, ancien régime qui ne m'intéresse pas. Mais nous avons encore de président de la République, donc ça devrait intéresser. Pourquoi? D'une manière symbolique ou non? Alors, notre petite Christophe Marlowe, dans son
juif de Malte disait un petit mot, même le roi doit avoir assez de l'argent, de bijouterie, des perles rares, des pierres précieuses, ça va leur servir à un moment donné ou d'un autre pour sauver leur peau, pour s'acheter, pour se racheter. C'est-à-dire que les chrétiens veulent nous diriger, ils veulent devenir chefs d'État. Nous, les Juifs, on n'a aucune terre et aucun intérêt de devenir chef d'État et diriger. Les nôtres sont dispersés. Nous ne pouvons pas être ni guerriers, ni chef d'État, loin de nous. On ne fait que notre commerce, petit commerce. Voilà. Et il disait les pierres précieuses, ça c'est à l'absence d'une monnaie stable, donc un régime stable, un pouvoir politique stable, donc un argent, une banquenote stable, sans inflation, qui serait rassuré pour un commerce de longue durée, c'est la logique du juif, c'est-à-dire du marchand, dans notre propos. Alors, il disait que il ne faut pas que les rois soient trop fiers de leurs argent, n'est-ce pas? Chez les Ottomans, pour conquérir, être souverain dans un endroit, il fallait trois choses. C'est là au Kumak, c'est-à-dire faire une première prière, appel à la prière, un peu spécial. C'est le signe de la souveraineté dans un pays occupé, dans une terre occupée. Et deuxièmement, c'est drapeau islamiste qu'il faut mettre sous le... Je manque de mots. Voilà, sous les cieux. Troisièmement, emprunter dans la monnaie. Faire couler du métal dans une empreinte, dans une moule, et qui porterait son effigie et qui aura une certaine valeur en métaux. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Donc, souveraineté et l'argent, c'est pas rassurant. Et même ce qui est plus rassurant et plus naturel, c'est avoir de l'or ou bien des pierres précieuses. C'est très pratique et pour financement à longue durée, pour un juif, il y aura des moments de crise là où vous allez rester avec vos pierres précieuses et l'or. Vous allez attendre pour que les choses soient régularisées dans le pouvoir, dans les affaires publiques, pour passer, pour se convertir aux banquenotes, à l'argent local. Vous avez tout compris, hein? Logique. Enfin, il n'explique pas beaucoup, mais juste à Malte de Marlowe dit que pour sauver leur peau, c'est-à-dire chaque roi aura un fin, peut avoir une réussite. Et l'argent ne s'en marchera pas à ce moment-là, parce que l'argent c'était égal à lui. Et lui, l'or précieux, effectivement, ça marchera. Et encore mieux, le pierre précieux. Donc, il faut qu'ils achètent un peu, mettre à côté pour sauver leur peau et non pas leur pouvoir. Pouvoir les passagers, réussite et dans l'horizon. Voilà, il est plein pas de char dans le dernier temps des Ottomans qui deviennent fous à cause de peur de réussite, bien sûr.
Voilà, Hamlet, etc. Il y a plein d'exemples. Aucune souveraineté, n'est stable. Voilà pourquoi j'ai raconté. Voilà Joker. Le roi, dans le satrange, Schach, il faut le protéger, et je me disais pourquoi protéger. Et bon, acceptons qu'il faut protéger, et lui aussi il sera pris, parce qu'il y aura un gagnant, forcément. Il y a un schach mat. Alors Joker, Joker, ça existe ou momentanément, ou la fortune se présente dans le moment où peut-être l'une des pièces en satrange ou dans n'importe quel jeu peut devenir, peut avoir le statut de joker. Joker. Et donc, moment de décision, là où Aladdin, en sortant de son lampe, en tant que djinn, vous disent demande quoi que tu veux, au sens où tu entends la signification de ce mot, mais tu n'as qu'un droit ou deux droits de désir ou trois désirs successifs, et puis tu n'auras plus rien. Mais il faut bien penser, c'est-à-dire il faut bien répondre de son désir. Là, les choses deviennent sérieuses et intéressantes pour moi. Quand on aligne les mots, quand on trace un plan d'immanence dans un jeu, un frame, une gestalt, effectivement, une Stellung, un nombre de propositions bien déterminées et déductions, syllogismes et le problème à résoudre. C'est-à-dire ce qui explique tout doit être expliqué à un moment donné. Voilà, ça devient un certain ensemble roussellien. Là, il y a un morceau dans l'ensemble qui fait partie normalement de cet ensemble, mais qui ne fonctionne pas comme une partie de l'ensemble. Il a une à part, une fonction à part. Là, on a fait toute la logique, toute l'histoire de la philosophie et toute l'histoire de l'art au niveau typologique, formel et dans le classement et groupement des spatiaux et temporels. Temporel veut dire temporaire aussi. Il n'y a pas d'un joker. Il n'y a, même Dieu, au sens propre du terme, en général, n'est pas un joker. C'est-à-dire, lui aussi, n'est-ce pas, depuis Leibniz, Spinoza, il est déterminé par la loi de la nature. Même chez Descartes, qui est quand même assez coincé par les prêtres, dans le sens où libre arbitre de Dieu, là, Dieu même ne peut pas être libre, c'est-à-dire librement changer le cours du monde. Lui aussi, il obéit. Voilà, il faut des problèmes qu'il faut résoudre. Il y en a certains qui résoudent ce problème en faisant une ontologie de trois niveaux nivellés. Dieu à part, et le monde à part, une entité à part, et le monde veut dire cosmos, et quoi, troisième, disons, esprit. Voilà. Donc, ce qui est important dans cette tripartialité, c'est-à-dire triangle de Franz Rosenberg, eh bien, dans l'étoile de la rédemption, à ma connaissance, en ajoutant un peu mes connaissances de Kojève et de Hegel, j'ai écrit un roman qui s'appelle L'histoire de Jeffery, il y a 4 ans. Je ne veux pas répéter, mais histoire de triangle, c'est-à-dire
si Dieu et cosmos étaient régis par de différentes lois, mais le monde, en dernière instance, était subordonné à Dieu. Là, effectivement, ça devient un essai d'explication, là où commence et où finit le pouvoir de Dieu. Dieu ne peut changer le cours du monde. Descartes disait, face à cette question de liberté, de penser, de créer et changer le cours du monde, de Dieu, il y a une création continue, Dieu est libre, mais le problème est qu'il n'y a pas de problème, et Dieu recrée à tout instant même, il recrée le monde, idem. Donc, on peut se fier aux lois mécaniques du monde, aux lois naturelles. Il ne faut pas craindre que le Dieu va changer d'un jour à l'autre le cours du monde, ni les lois naturelles. Il faut accepter une conception mécaniste du monde. Il faut vider le monde des djinns, des jokers inutiles. Bon. Dieu, donc, n'est pas joker. Et jusqu'à un certain moment, peut-être, il n'est pas joker. Mais comme Dieu a une personnalité, un caractère et un nombre de règles, et comme il a une psychologie, c'est-à-dire il est jaloux, il veut garder, il ne veut pas être comparé à d'autres déités, il est très personnifié. Moi, je me disais tout à l'heure que si Dieu était personnifié et vraie foi, c'est quoi un Dieu en personne et non pas à une déité vague, abstraite. Voilà ce qu'ils nous disent. Moi, je réplique, je rétorque en disant que alors moi, j'aimerais bien un Dieu personnifié, mais à mon mesure. C'est-à-dire, j'aimerais bien un Dieu qui ne soit pas jaloux, qui ne soit pas complexe, plein de complexes psychologiques, qui soit irrité d'être comparé avec les autres dieux. J'aimerais bien un Dieu qui ne soit pas vexé d'un jour à l'autre, si on en fait une généalogie plausible en usant de notre raison et des débris, des restes archéologiques. J'aimerais bien qu'un Dieu qui nous empêche pas, ne donne pas des limites à notre création continue aussi. Comment dirais-je, aux préférences, à la préférence, un Dieu qui ne ferait pas fin, ne donnerait pas une fin à chaque à chaque vivant. Voilà, on peut demander un Dieu sur mesure. Là, effectivement, ce serait une retour peut-être à nos glis-glis, à nos petites fétiches, à nos petites colliers, à nos petites accessoires, des bagues, voilà, on n'en sort pas. Comment on va faire? Il faut le pousser au-delà, derrière la montagne de Kaf. Insondable, le rendre insondable, ou bien on ne peut pas jouer avec lui comme un joker, mais nous, en tant que décideurs dans notre finitude, nous pouvons quand même essayer d'imaginer, essayer de répondre de notre désir à nous si nous étions libres de décider dans la limite d'un jeu. Voilà, joker, mais ce n'est que valable que dans la limite d'un jeu, ou bien au sens de phronésis qu'on a discuté en rapport avec Takva, donc en rapport avec une certaine intériorisation, Erinnerung, mémoire
pratique exercice en ce qui concerne phronésis, c'est-à-dire seul qui sera capable d'une décision responsable au sens où cela ne sort d'un jeu, et ça devient comme disait Platon, orthodoxa, à l'absence d'une épistémère de Kubernetes, gouvernant. Il n'y a pas une science politique, mais il y a un art politique qui s'exerce, etc. Bon, je suis arrivé jusqu'à là, on arrête. Troisième jour consécutif, alors pièce de conviction, c'est plus que ça, témoin vivant. Les deux jeteurs de pierre, ils se sont présentés amicalement. On a fait une conversation effectivement chez nous et on a eu une historique de ce salon en plein air, donc 104 murs du théâtre à l'italien. Eh bien, on s'est fait familiariser, on a fait une date, peut-être ce soir, peut-être l'autre jour. C'est ça. Il y a des améliorations.